Donc je reprends sur Blablacar la suite de la vidéo. Donc c'est une innovation de commercialisation, ça je pense que c'est ok. Une nouvelle façon de proposer un service, de proposer un prix, etc. Et juste pour info, sur le site de Blablacar, il mettait que en moyenne en Europe, une voiture ça coûte à peu près 5 000 € par an. Pas mal, hein, entre les frais d'entretien, l'essence, l'assurance, etc. Et qu'en moyenne, elle restait garée 96% du temps, parce que finalement, on la prend pour aller de la maison au travail, et puis après, elle reste stationnée, et donc, du coup, ça fait réfléchir sur effectivement le fait de passer d'une économie plus de l'usage, j'utilise un bien, un service, plutôt que sur qu'une économie de la propriété, qui était le mode de fonctionnement jusque-là. Dernière innovation, c'est l'innovation organisationnelle. Donc on a dit produit, procédé, commercialisation. Dernière organisationnelle. Donc là, si je fais simple, en gros, c'est lorsque l'entreprise met en place de nouvelles méthodes de travail ou de production. Pour produire, j'ai besoin du facteur travail des salariés, du capital, c'est-à-dire des machines, éventuellement du capital circulant, c'est-à-dire des matières premières, etc. Et je vais organiser les choses différemment. Donc par exemple, le télétravail, très en vogue, c'est une nouvelle manière de travailler. C'est une innovation organisationnelle. À l'époque, là vous voyez des salariés là ici qui travaillent à la chaîne. Ça doit peut-être vous évoquer une nouvelle organisation du travail, enfin, nouvelle fin 19e siècle, début 20e, qu'on appelait le taylorisme. À l'époque, c'était une innovation. C'est-à-dire qu'on a décidé à un moment donné que chaque ouvrier allait travailler sur une tâche précise, sur la chaîne de production, et que vous aviez au-dessus des contremaîtres, donc des sortes de cadres, qui allaient expliquer comment organiser le travail. Donc il y a ceux qui réfléchissaient et qui organisaient le travail, puis il y a ceux qui exécutaient, qui étaient les ouvriers. Ça, à l'époque, c'est une révolution en termes d'organisation du travail, hein. Et donc c'est aussi une innovation organisationnelle. Plus proche de nous actuellement, je vais prendre un exemple. Donc là, je prends Airbus. Airbus, vous connaissez, hein, c'est un groupe européen, principal concurrent Boeing, américain. Et donc, il y a aussi une autre façon de travailler qu'on appelle le travail en réseau. C'est-à-dire que je vais travailler avec d'autres acteurs. Donc, je vais prendre un exemple. On a des pôles de compétitivité en France. Il y en a un qui se situe du côté de Toulouse, là où est produit une partie de l'Airbus, donc qui s'appelle l'Aerospace Valley. Et les pôles de compétitivité, c'est en gros, on a une cinquantaine, un peu plus en France. C'est l'État qui avait mis ça en place. À l'époque, c'était Jacques Chirac d'ailleurs. Et en fait, ce sont des espèces de pôles, de zones. Vous avez des entreprises qui vont travailler en collaboration avec des universités, des laboratoires de recherche, d'autres entreprises. Et ensemble, ils vont travailler, donc là souvent, pour innover, en mettant en avant, en mettant ensemble leurs compétences. Ce travail en réseau, c'est aussi une nouvelle forme d'organisation du travail. Alors, pourquoi j'innove? J'innove parce que, en tant qu'entreprise, ça me permet de maintenir ma compétitivité prix et hors prix. Compétitivité prix, rapidement, c'est le fait de vendre moins cher que ses concurrents à qualité égale. Alors, l'innovation, ça peut permettre de produire moins cher. Par exemple, si j'ai automatisé une partie de la production, peut-être que le coût de production va baisser. Et peut-être que si le coût de production baisse, du coup, je pourrais vendre moins cher. Mais le principal impact de l'innovation, il est sur la compétitivité hors prix, c'est-à-dire sur la qualité, les services, l'image, qui vont me permettre réellement de me différencier de mes concurrents. Et donc, ça c'est un terme qu'on reverra beaucoup en deuxième année. Ça me permet d'avoir un avantage sur mes concurrents, un avantage concurrentiel, et d'avoir, en fait, là, on peut faire le lien avec le monopole temporaire de l'innovateur. C'est-à-dire que l'innovateur, il a déposé son brevet et il a un monopole d'exploitation pendant 20 ans. Donc, ça lui procure un avantage sur sa concurrence pendant 20 ans. Hein, d'accord? Voilà. Juste pour revenir là-dessus, bon, un petit point de détail, mais le lien entre compétitivité coût et compétitivité prix. Compétitivité prix, c'est simple. Je vends moins cher que les autres à qualité égale. Bon. Mais pour vendre moins cher, c'est un peu lié à mon coût de production. Hein, on est d'accord. Dans mon coût de production, j'ai ma main-d'œuvre. Donc, forcément, par exemple, en France, là, j'ai
le coût de la main-d'œuvre en France pour 1 heure de travail dans l'industrie et les services marchands. Donc c'est 37,5 € en France l'heure de travail en mars 2020. Et quand on regarde ici, par exemple, en Espagne, c'est 22 €. Si je prends l'exemple de la Bulgarie, c'est 6 € de l'heure. Alors forcément que le coût du travail en France est plus élevé, parce qu'on l'a déjà expliqué ensemble, il y a des cotisations sociales qui permettent une redistribution horizontale. Donc on a un système d'assurance qui fonctionne bien, mais effectivement le coût de production, forcément, quand j'utilise de la main-d'œuvre, il va être plus élevé. D'où l'intérêt pour les entreprises françaises de se différencier plus sur le hors prix, c'est-à-dire sur l'image, sur la qualité, sur l'innovation, sur les services associés, que sur le prix. D'accord ? À ce niveau-là, on aura du mal à être plus compétitif qu'une entreprise bulgare au sein de l'Union européenne. Vous pouvez retrouver les chiffres, là je vous les ai mis là, sur le site. Voilà, une dernière infographie. Pourquoi est-ce que les PME européennes, en gros, vont quand même faire l'effort d'innover et de protéger leurs innovations? À 54% parce que ça a un effet positif sur leur activité, ça améliore leur réputation, évidemment, ça impacte une hausse du chiffre d'affaires, ça on le comprend parce qu'elles ont un monopole d'exploitation pendant 20 ans, et donc d'où la nécessité de se protéger avec la propriété intellectuelle, c'est ce qu'on appelle ici PI. Alors, la deuxième partie de ce chapitre, là j'ai oublié un S, tiens. L'environnement de l'entreprise peut être source d'opportunités ou de menaces. On l'a déjà vu dans le cas zéro gâchis, donc je serai assez rapide. Alors, on distingue, je vous l'ai dit, tout ce qui est l'environnement au sens large, le macro-environnement. Il est là. Économie, culture, technologie, démographie, institutions politiques. C'est l'environnement qui va influencer l'entreprise, mais l'entreprise ne va pas l'influencer. Le micro-environnement, c'est l'environnement qui est proche de l'entreprise. Et là, je vais retrouver toutes mes parties prenantes qu'on a déjà évoquées ensemble. Mes fournisseurs, mes concurrents, le grand public, mes consommateurs ou mes clients, et puis intermédiaires, ce sont les revendeurs par exemple. Et ces parties prenantes, elles vont agir sur l'entreprise, et puis moi je vais agir sur eux. Si je décide de ne plus faire appel à un fournisseur, forcément que ma décision elle va l'impacter. Si un concurrent lance un nouveau produit, très compétitif au niveau du prix, forcément cette décision va m'impacter, etc. Donc là, nous, on va s'intéresser plus au macro-environnement. Et donc, pour évoquer ensemble le macro-environnement, on va utiliser un outil qui s'appelle le PESTEL. Alors, vous verrez dans les consignes que je vous donnerai, le PESTEL, c'est un outil qui me permet de repérer et de classer les composantes de l'environnement. Mais ce qui est intéressant, c'est de me faire ressortir de ces composantes de l'environnement ce qui est source d'opportunités ou de menaces. Alors, PESTEL, le P c'est politique. Bon là c'est simple, on va retrouver toutes les mesures de politique qui vont être mises en place donc par l'État. Donc ça par exemple, ça va être le rôle de l'État qui par exemple va décider d'accorder des subventions à des entreprises, de mettre en place des pôles de compétitivité pour favoriser l'innovation des entreprises, qui va intervenir par exemple sur le marché pour lutter contre un monopole, etc. Les variables économiques, c'est le chômage, c'est la croissance, c'est l'inflation, etc. Tout ça, ça va avoir une influence sur l'entreprise parce que c'est sûr que une croissance négative, donc une récession, ça va impacter le pouvoir d'achat des ménages et donc mes débouchés à la vente en tant qu'entreprise. La variable socio-démographique, elle est simple. Moi, je l'ai appelée plus variable socio-culturelle, mais c'est tout ce qui est l'évolution des modes de consommation, l'évolution de la société, le développement du travail des femmes, la consommation qui est de plus en plus nomade, la volonté de consommer bio, la natalité, le vieillissement de la population. Tout ça, effectivement, va impacter également l'entreprise. Si je prends un exemple sur le vieillissement de la population, il y a toute une partie de l'économie qui se développe autour de du troisième âge, ce qu'on appelle la silver economy, et notamment pour mettre en place
des services à la personne, mais aussi des objets connectés qui permettent aux personnes âgées de rester à leur domicile. Après, on a toutes les évolutions technologiques. Le numérique, ça a fortement impacté les entreprises, les modes de communication, l'organisation du travail. Maintenant, effectivement, le télétravail est rendu possible grâce au développement du numérique. Environnemental, c'est simple, c'est la prise de conscience à la fois de continuer à se développer durablement, c'est-à-dire en préservant les ressources naturelles, mais aussi en luttant contre le réchauffement climatique. Et légal, c'est l'impact que vont avoir les lois d'une manière générale sur moi, agent économique. Nous, on a vu dans les premiers chapitres le droit, par exemple, des contrats, le fait de respecter, par exemple, les pourparlers, la formation du contrat, le consentement de l'autre, etc. On a vu également, on va voir où on a vu tout ce qui est le droit de la concurrence, les ententes qui peuvent être illicites, interdites, les abus de position dominante également. Tout ça, ça va influencer les choix de mon entreprise. Alors, ce qui sera intéressant, évidemment, c'est que l'entreprise puisse repérer ce qui est source pour elle d'opportunités ou de menaces parmi ces différentes composantes. Alors, pour conclure, l'entreprise, donc, c'est un agent économique, on l'a vu. Elle doit mener une veille. Donc, une veille, c'est une recherche d'informations sur son environnement. Donc là, on s'est intéressé au macro-environnement. C'est essentiel pour maintenir sa pérennité. N'oubliez pas, c'est la finalité économique de l'entreprise, à côté de la finalité sociale et sociétale. Et donc, l'intérêt, c'est qu'elle détecte des opportunités et qu'elle se prémunisse contre les menaces. Alors après, il peut y avoir des menaces qui deviennent des opportunités. Si on prend le cas zéro gâchis, le gaspillage alimentaire pour la grande distribution, ce qu'elle jetait, là, ce qu'on avait appelé les invendus, c'était une perte, je ne me souviens plus des chiffres, mais énorme, en tonnes et en euros. C'était une menace pour la grande distribution qu'elle a transformée en opportunité, à la fois en faisant appel à l'entreprise zéro gâchis pour pouvoir revendre des produits qui sont arrivés en date limite de consommation. Et puis en même temps, elle a fait des dons aux associations et ça rentre dans ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt. En cours.